Samedi 13 novembre 2021, une rencontre à la librairie Ombre Blanche réunissait les auteurs Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian autour de leur saga à deux voix La Tour de Garde, parue aux Forges du Vulcain, édition spécialisée dans la fantasy. Claire Duvivier a déjà fait paraître chez ce même éditeur Un long voyage et Guillaume Chamanadjian signe avec le premier volume de La Tour de Garde, Le sang de la cité, son premier ouvrage. Bonne écoute. Bonjour, est-ce que tout le monde entend bien comme il faut? Ouais, c'est bon. Bon, merci à tout le monde d'être venu pour cette rencontre. Donc avec Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian pour leur double trilogie, dont les deux premiers volumes, le premier volume est paru au mois de... C'était mars, je crois. C'était avril. Avril, j'étais pas loin. Pas loin. Et le premier volume de la trilogie de Claire Duvivier qui est sorti là cet automne. Je m'étais dit que pour faire un petit tour de présentation, je sais que vous êtes tous les deux, vous faites partie des métiers du livre, et du coup je voulais un peu vous lancer là-dessus, pour qu'on fasse connaissance un petit peu, qu'on ait plus d'infos sur vous, ce que vous faites, et comment vous en êtes venu à écrire, surtout. C'était ma question. C'est très large. Ok, en fait, je commençais par la fin de la question, mais on en est arrivé à écrire justement parce qu'on a toujours été attiré par le livre, et c'est ce qui explique aussi qu'on est terminé dans ce milieu professionnel-là. Moi, pour ma part, je suis éditrice aux éditions Asphalte. Donc, on publie la littérature noire au sens large. Donc, pas du tout de la fantaisie. On a quelques titres qui tirent vers l'imaginaire, mais ça reste marginal dans le catalogue. Et effectivement, quand ça s'est un peu su que j'allais publier un roman, les gens attendaient vraiment un roman noir ou quelque chose comme ça, et étaient très très étonnés que ce soit de la fantaisie. Et puis moi un peu pareil, effectivement. Donc la réponse est là un peu dans la question. Je travaille dans le livre parce que je suis lecteur à la base, hein. Et du coup, aujourd'hui, je travaille alors pas dans l'édition. Moi, je suis prestataire commercial pour beaucoup d'éditeurs, donc à peu près un peu plus de 200 maisons d'édition. J'ai quelques éditeurs qui font de l'imaginaire, mais pas tant que ça en réalité. Donc c'était vraiment juste par goût qu'on s'est lancé un peu dans ce défi avec Claire de partir sur des trilogies de fantasy. Bon, j'ai une question toute naturelle qui me vient, mais alors pourquoi la fantaisie du coup ? C'était un peu nos premières amours, je crois. Enfin, c'est pas ça. On a toujours été lecteurs d'à peu près, de plein de choses différentes. On est des lecteurs très très éclectiques, que ce soit Claire ou moi. La fantasy, on en a lu beaucoup quand on était jeunes adultes. On s'en est un petit peu éloigné, on continue à en lire de temps en temps, et en fait je pense que c'est le projet qui a voulu ça en réalité, puisque c'est suite à un voyage à Sienne en réalité qu'on a décidé de se lancer dans l'écriture, qu'on a commencé à mûrir l'idée. On n'a pas décidé de se lancer dans l'écriture, mais on avait fait une petite virée en Toscane en train, et notamment on s'était baladé à Sienne. Et en fait, on s'est complètement perdu. Alors, je sais pas si vous connaissez Sienne, c'est une ville moyenâgeuse avec plein de petites ruelles qui est divisée en quartiers. Chaque quartier a un animal emblématique. Donc, il y a un quartier du dauphin, un quartier de la tortue. Dans chaque quartier, il y a une église à l'image de l'animal en question. Et une fontaine. Et nous, on s'est complètement perdu en fait dans les ruelles. On a adoré cet endroit. Et à Sienne, il y a aussi une autre chose, c'est qu'ils ont tous les ans, ils ont donc au centre de la ville, il y a une place gigantesque à l'échelle de la ville, c'est-à-dire qu'elle fait la moitié d'un terrain de foot. Et une fois par an, ils organisent une course de chevaux entre les quartiers. Et la course de chevaux, c'est une fois le tour de la place, donc ça dure quelque chose comme 1 minute 20, et ça met la ville en émoi pendant des semaines et des semaines. Et on s'est dit, en fait, en repartant de là, que c'était une ville de fantaisie, tout simplement, que c'était, si on pouvait extrapoler Sienne, en faire une ville immense, ça pourrait donner un roman de fantaisie assez extraordinaire. Mais juste à ce moment-là, c'était encore un peu un jeu de l'esprit. L'idée, c'était pas d'écrire un roman dedans, mais c'était un super théâtre pour des histoires, en fait, tout simplement. Donc c'était quelque chose dont on aimait bien parler. Voilà, il n'y avait pas vraiment de volonté d'ancrer encore des intrigues en particulier. Mais plus tard, quelques années plus tard, on a fait un voyage à Amsterdam.
Et on a eu un peu ce même sentiment de ville qui pouvait être tout à fait, qui paraissait sorti d'un roman où effectivement on a ces quartiers qui sont séparés de façon géographique physique en fait par les canaux, des quartiers qui ont des personnalités très différentes. Enfin, il y a toute une organisation de la ville qui tournait autour de cette idée-là, et ça nous paraissait aussi une idée de ville intéressante si on la déclinait en un peu plus large, en prenant des ingrédients d'un peu d'autres villes. On pouvait en faire une ville qui était exactement complémentaire à l'autre ville qu'on avait inventée après le voyage à Sienne. Donc finalement, c'est le fait d'être parti de ces villes-là qui a un peu imposé, entre grands guillemets, la forme de la fantaisie. Sachant que voilà, la fantaisie, on a été lecteur, mais si la fantaisie a beaucoup infusé dans notre imaginaire, c'est plus par d'autres voies, donc par le jeu de rôle, le jeu vidéo, les séries, télé, les évidemment. films, des choses comme ça. C'est un substrat un peu plus généralisé en fait, que la littérature de fantasy en particulier, quoi. La réflexion que je me suis faite et qu'on s'est faite avec des personnes avec qui j'ai discuté des livres, c'est que c'était une fantaisie hyper abordable en fait, autant par un public qui pouvait justement être très lecteur de fantaisie que par des gens qui arrivaient dans le genre. Je ne sais pas si vous avez une remarque à faire par rapport à ça. Si on vous a fait des échos ou quelque chose. Bah, On nous l'a dit aussi. on a eu des lecteurs qui n'étaient pas des lecteurs de fantasy qui nous ont dit bon, j'ai acheté parce que la couverture est belle, ou j'ai acheté parce qu'on fait confiance à cet éditeur. Et en fait, j'avoue que c'était un peu une des plus belles. C'est la remarque qui nous, moi en tant qu'auteur, je pense que toi aussi peut-être un peu, ça nous fait vraiment énormément de plaisir parce que on sait que la fantasy c'est pas forcément un genre vers lequel le grand public va forcément, et se dire que il y a d'autres manières d'y entrer, et il y a d'autres manières de rendre ça intéressant pour des gens qui n'en lisent pas forcément. Mais inversement, moi, ce que j'ai vraiment aussi apprécié en tant qu'autrice, c'était d'avoir un retour de lecture enthousiaste de gros lecteurs de fantasy, en fait. Parce que justement, du fait qu'on n'était pas complètement dans ce milieu-là et pas forcément des énormes lecteurs de fantasy, la question c'était, on écrit de la fantasy, mais quelqu'un qui connaît le genre sur le bout des ongles et qui est vraiment fan de ça, est-ce que ça va vraiment lui plaire? Est-ce qu'il va pas se dire... Est-ce qu'on va être crédible, nous? Et j'avoue que ces retours de lecture-là aussi m'ont vraiment fait plaisir et m'ont vraiment soulagée, en fait. Ça me fait penser à ce dont on a parlé tout à l'heure en buvant le café, mais donc vous avez publié un livre avant, qui était un long voyage, qui avait eu un prix. Je me rappelle plus lequel, je suis désolée. 3 prix. 3 prix. Bon, 3 prix, c'est encore mieux. Donc, je récapitule, si j'ai bien compris, il a donc été écrit après que vous ayez commencé à écrire votre double trilogie. Oui, alors ça, il est paru en premier, il a été présenté comme mon premier roman, mais la vérité, c'est que j'avais déjà commencé à travailler sur Citadin de demain, et on avait déjà commencé à travailler sur le projet de la Tour de Garde en général. Mais effectivement, ça m'avait bien relancé sur le chemin de l'écriture que j'avais pas vraiment emprunté depuis des années, en fait. Et du coup, j'avais pu enfin mettre en forme cette histoire que j'avais en tête depuis un moment et que j'arrivais pas à écrire. Mais finalement, avec l'entraînement, entre guillemets, de la Tour de Garde, j'ai réussi... à, on va dire, conceptualiser un peu mieux un long voyage et à le mener à bien, quoi. Du coup, j'ai une question plutôt sur l'aspect éditorial, la rencontre avec David. Vous connaissiez avant, vous avez apporté votre projet, comment ça s'est passé? Alors, moi, je connais David parce que donc David Melmanche des éditions Forge de Vulcain, notre éditeur. Moi, je le connais parce que je suis éditrice aussi. On s'est retrouvés côte à côte, nos stands côte à côte, dans de nombreux salons un peu partout, parfois des salons un peu de la loose où il ne se passe pas grand-chose et on a le temps de discuter et de se raconter nos vies, parce que ça arrive souvent. Et en général, moi, je passais juste pour acheter des livres à David, donc je ne le connaissais pas plus que ça. Et effectivement, une fois, je crois que c'était à Étonnant Voyageur, à force de discuter sur... je ne sais plus si c'était un de ses auteurs qui est aussi éditeur, en fait, Jean-Luc des éditions de l'Œil d'Or, hein, et il me disait, mais oui, effectivement, c'est marrant, parce que entre lui et Gilles, qui est aussi éditeur aux éditions Antidata, j'ai beaucoup d'auteurs qui sont par ailleurs éditeurs. C'est amusant quand même, je pensais pas que c'était aussi répandu. Est-ce que toi tu écris, Claire? Et puis il avait aussi cette espèce de... Il venait de lire aussi un article sur Toni Morrison, comme il nous avait expliqué, où Toni Morrison disait qu'elle était, elle était éditrice avant d'être autrice, et qu'il y avait un vrai pont, entre guillemets, entre les deux. Mais moi, en fait, cette activité d'écriture que j'ai avec Guillaume, j'en avais parlé avec vraiment personne, en fait.
Mais là, en fait, je sais pas, il m'inspirait confiance avec son air gentil et sa barbe. L'alcool est dedans. Du coup, non, on boit jamais sur les salons. Et effectivement, je lui ai dit, bah écoute, je viens de finir un truc. Je parlais d'un long voyage parce que la tour de garde, c'était encore un magma un peu flou. Si tu veux, je te l'envoie en rentrant et puis tu me diras ce que tu en penses. Là, je pense qu'il a dû se dire, oh mince, qu'est-ce qui m'a pris de dire ça. Donc je lui ai envoyé. Bah, il se trouve qu'il a apprécié, qu'il s'est passé ce qui s'est passé, qu'un long voyage a été publié et qu'on a vraiment aimé travailler ensemble tous les deux. Et vient ce moment où effectivement, après l'apparition d'un premier roman, où l'éditeur dit à son auteur, son autrice, alors la suite, qu'est-ce que c'est, sur quoi tu travailles? Et c'est là qu'effectivement, je lui dis, bah, je travaille sur un très grand projet avec mon compagnon. Est-ce que tu veux bien lire le manuscrit de mon compagnon? Ce qui est le cauchemar pour un éditeur, hein, il faut le savoir. Je pense que l'éditeur redoute ce moment. Un peu dur de refuser. Ou un de ses auteurs va lui proposer le manuscrit d'un compagnon. Enfin, je pense que voilà. Il a eu son espèce de petit sourire crispé en disant, bien sûr, je lirai le manuscrit de ton compagnon avec beaucoup de plaisir. Ce qui augurait le pire. Mais je trouve que finalement, il a bien aimé le manuscrit. Bah, en fait, on lui avait envoyé pas mal de textes quand même. Donc, je dirais pas que c'est le manuscrit du sang de la cité, mais on lui a envoyé tout ce qu'on avait sur la tour de garde à ce moment-là. Et en fait, je crois que c'est l'ampleur du projet qui lui a plu et qui l'a fait un peu rêver, quoi. Le côté, ah oui, on pourrait faire une grande fresque de fantaisie française. Enfin, je pense que lui, en tant qu'éditeur, c'est ça qui l'a vraiment aiguillonné, quoi. Et vous en étiez où un peu du concept du projet, parce que c'est quand même assez énorme. Donc c'est 2 trilogies, une trilogie chacun. Ça pourrait presque être un peu effrayant, je pense, d'un point de vue éditorial. Bah, c'est ce qu'on s'est dit, parce qu'effectivement, on lui prenait quand même, parce que c'est un petit éditeur, elle est aux Forges de Vulcain. Ça voulait dire que nous, en tant qu'auteurs, on lui prenait entre guillemets 2 créneaux de parution par an. Alors en plus ce qui l'a rassuré, je pense quand même, c'est qu'on avait plutôt bien avancé dans l'écriture. C'est-à-dire que quand on est arrivé vers lui avec les premiers textes, on avait l'équivalent en tant qu'histoire. Alors on les a beaucoup retravaillés depuis, mais on avait l'équivalent de 4 tomes. Donc 4 tomes, on savait pas qu'il y en aurait 6. On était un peu bloqué dans le sens où on savait pas trop comment on allait structurer. Est-ce que ces 4 tomes, ce serait 2 tomes? Est-ce qu'il fallait alterner un petit peu les chapitres de l'un et l'autre, etc. C'est vraiment en discutant avec lui qu'on a pu vraiment se dire, ok, il faut que ça soit vraiment 2 trilogies qui soient très séparées, qui soient chacune portées par un auteur. Chaque auteur a un narrateur et une ville, et porte vraiment le texte en tant qu'auteur du début jusqu'à la fin. Et on boucle, entre guillemets, en 3 volumes chacun. Parce que faut que ça ait un début, un milieu, une fin, et qu'on soit cohérent là-dessus. Je suis désolée, ça me donne envie de rebondir, mais quand vous avez démarré, comment est-ce que vous avez démarré? Puisque du coup, c'est plutôt en avançant dans l'aspect éditorial que vous avez scindé en 2 trilogies. Donc vous avez commencé à écrire vraiment ensemble. Parce que c'est juste une remarque aussi. Je me suis fait la remarque que quand même, c'était tellement homogène qu'on pouvait presque... Il y a finalement... Comment dire? Il y a vraiment une voix commune aux 2 romans. Comme si c'était presque une seule personne qui écrivait finalement. C'est pas les mêmes personnages, donc c'est pas porté de la même manière, mais il y a vraiment une unité qui est assez extraordinaire en fait. Du coup, voilà. Ouais, sur l'écriture en elle-même, enfin le façonnage déjà de l'univers. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pas mal travaillé, surtout au début, avant même de commencer à écrire, pour dire, bah voilà, l'univers il va ressembler à ça. On a vraiment posé les jalons en disant il y a vraiment 2 villes. Il y a une ville qui est, comme on disait, inspiration ville hanséatique, nord de l'Europe, etc. Une ville d'inspiration plus méditerranéenne. On a posé les bases thématiques aussi. Ça va parler plutôt de ça. Ça va parler de villes qui sont au bord de la guerre civile, de narrateurs. Donc il y a une unité thématique qu'on a travaillé très en amont. Mais ensuite on s'est laissé quand même énormément de liberté pour la rédaction elle-même. Oui, sachant que à la base, c'était pas un projet de publication, c'était vraiment un projet de racontons une histoire, racontons-nous à nous-mêmes une histoire. Et même si on avait comme ça quelques rails pour se guider, on se faisait lire tous les quelques chapitres et on faisait ça aussi pour épater l'autre, enfin pour s'amuser aussi, quoi. Oui, il y a ça aussi. Ce qui fait que l'écriture, voilà, même si elle n'a pas été faite à 4 mains à proprement parler, parce que chacun portait vraiment son texte, on se faisait lire
très très régulièrement, ce qui faisait que ça permettait aussi d'aiguillonner l'autre pour rebondir sur les thématiques, pour en ajouter une petite touche. Il y avait cet aspect rebondir sur chaque élément qu'offrait l'autre, et puis cet aspect de réaliser à la relecture qu'en fait, il y avait des points communs qu'on n'avait pas prévus au début et qui étaient là. Et en se disant comment on peut retravailler pour justement en faire quelque chose de signifiant et qui aura vraiment un sens plus tard dans l'intrigue. Et ouais, donc ça s'est un peu façonné aussi en se relisant l'un l'autre. Après, je parle d'une forme aussi un peu primordiale du texte, c'est-à-dire c'est pas ce qui est imprimé là, voilà. et publié. Du coup, à partir du moment où le projet de publication s'est fait plus concret, ensuite là, on a retravaillé dans ce but-là. Donc c'est histoire d'avoir un texte plus léché, qui soit pas juste un jeu entre deux personnes qui écrivent pour s'amuser en fait, mais avoir vraiment un texte qui soit écrit pour un lecteur. Mais effectivement, cette phase initiale donne, je pense aussi, cette impression d'homogénéité. Elle est toujours là, quoi. Enfin. Et du coup, David, son rôle dans cette espèce de structuration éditoriale, si vous pouvez me montrer un peu plus. En fait, c'est pas lui qui a structuré, mais il nous a posé les questions qui ont fait que nous, on a structuré derrière. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Parce qu'encore une fois, quand on est allé le voir, on avait l'équivalent de 4 textes, mais on savait pas de 4 romans. On savait pas que c'était 4 textes. On savait pas que c'était 4 romans. Donc, un beau gros paquet de feuilles. C'était un beau gros paquet de feuilles, voilà. Il est très courageux quand même, hein, parce que moi je vois arriver ça sur mon bureau, j'avoue, j'hésite un peu, mais... On a parlé de Sienne, on a parlé d'Amsterdam. J'ai préparé un petit peu mes questions et j'ai lu aussi qu'une des sources d'inspiration, c'était la citadelle de Kowloon à Hong Kong. Ça m'a complètement fascinée parce que je ne connaissais pas du tout. Alors oui. En fait, il y a eu... J'avais vraiment cœur d'en parler parce que je me suis dit, ah oui, j'ai découvert, peut-être que d'autres personnes... En fait, donc pour la cité de Gémina, donc tout est parti de Sienne, effectivement, donc parce que la ville est divisée en quartiers avec les noms d'animaux comme c'est le cas à Sienne. Puis très très vite, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. Si je voulais faire une cité une ville qui ait une culture, qui soit bruyante, qui soit vraiment vibrante d'activité, il fallait que j'aille chercher un petit peu ailleurs. Donc il y a un peu de Sienne, il y a beaucoup de Sienne évidemment, il y a un peu de Florence au niveau de la structure politique. C'est vraiment la Florence au moment où elle est sur le point de basculer dans la monarchie. Il y a aussi un peu d'autres villes, d'autres cités-États italiennes, donc San Gimignano par exemple, ne serait-ce que pour le nom. Il y a aussi un peu de Marseille, avec les deux fortins qui ferment. Et puis il y a aussi, alors moi ça me fascine depuis toujours effectivement, la citadelle de Kowloon. Alors pour situer un peu la citadelle de Kowloon, c'est un quartier qui n'existe plus aujourd'hui, qui se situait à Hong Kong. Et en fait, quand vous savez, donc les Anglais suite aux guerres de l'opium, ont récupéré le territoire. C'était une concession anglaise, donc l'île de Hong Kong et quelques territoires aux alentours. Et ils avaient laissé en fait à la Chine une place forte qui était donc juste une espèce de petit château de rien du tout, qui était en plein milieu de la concession et qui appartenait toujours à la Chine. Et en réalité, au fur et à mesure des années, cette place forte, tous les brigands en fait qui fuyaient le pouvoir anglais se réfugiaient dans cette espèce de minuscule espace qui devait faire quelque chose comme 2 km². Et en fait, donc l'État chinois a fini par délaisser la chose. Il y avait plus du tout de garnison ni rien. C'était juste des habitants de Hong Kong qui venaient s'installer là pour fuir la police anglaise, tout simplement. Et en réalité, ça s'est construit. Ils ont construit au sein de cet espace extrêmement contraint une espèce de ville fortifiée à l'intérieur de la ville, extrêmement dense. Dès le début des années 70, c'était la plus forte densité de population au monde. Donc les gens étaient vraiment les uns sur les autres. C'était une ville dans la ville en 3D, avec des venelles étroites, quasi pas de points d'eau courantes. Il y avait, je crois, 8 points d'eau courantes pour 55 000 habitants. Et c'était, mais la vie s'organisait à l'intérieur de cette. Donc c'était un espace autogéré en réalité, puisque la Chine ne voulait pas savoir ce qui s'y passait. C'était trop loin, ça les intéressait plus. Et les Anglais pouvaient pas y entrer parce que ça leur appartenait pas. Et donc ça s'est autogéré comme ça pendant des décennies.
Avec des gens qui vivaient, qui pouvaient, pour certains d'entre eux, y passer vraiment leur vie parce qu'ils pouvaient plus en sortir, sinon ils se faisaient arrêter. Donc il y avait des commerces, il y avait des gens qui habitaient, il y avait des trafics qui se faisaient aussi. C'était l'espace rêvé pour les triades, mais c'était complètement autogéré. Et ça m'a toujours fasciné effectivement cet endroit qui continuait à vivre en ayant la plus forte densité de population au monde et ne serait-ce que l'architecture elle-même était autogérée. En fait. J'ai regardé du coup plein de photos. C'est extrêmement fascinant. C'est une espèce de bloc ultra compact avec des excroissances de bâtiments partout, d'un point de vue architectural et social. C'est vraiment fascinant. Et il y avait donc jusqu'au début des années 90, ça a été détruit en 1990. D'ailleurs, il y a un film de Jackie Chan qui a été tourné pendant la destruction. C'est-à-dire qu'il y a Jackie Chan qui saute d'un toit d'un bâtiment à l'autre alors que le bâtiment s'effondre. Et c'est vraiment, le film n'a aucun intérêt si ce n'est pour cette séquence-là. Donc moi, cet endroit m'a toujours fasciné. Et il y avait le fameux aéroport de Kowloon, de Hong Kong, qui était juste à côté en fait. Et les avions frôlaient les antennes satellites quand ils se posaient à cet endroit-là. Ah ouais, c'est complètement fascinant. Je me suis posé la question, alors là du coup je dérive complètement après les inspirations de la vie réelle qui vous ont amené à écrire ça, des inspirations littéraires plutôt, que vous avez pu avoir. C'est toujours une question un peu compliquée parce que toujours une espèce de substrat de toutes les lectures qu'on a pu avoir et qui s'amalgamerait pour donner ça, quoi. Mais oui, il y a toutes nos lectures de fantasy qui ont forcément une influence sur tous ces romans de fantasy où la ville a un rôle assez important, quoi. Donc que ce soit dans Gagner la guerre de Jaworski où la ville est aussi un personnage, ou dans Les Salauds gentilshommes, ou dans plein de romans de fantasy comme ça. Donc je pense qu'il y a un peu The City and the City, je pense que ça nous a aussi beaucoup inspiré de Cheyenne Miéville. Qui est peut-être moins fantasy, mais sur le côté de ville complémentaire, opposé, oui, effectivement, oui. Mais sinon, après moi, tout ce qui est littérature autour de ville, en tant qu'éditrice, c'est ce que j'aime aussi. Enfin, chez Asphalt, on aime bien la littérature, on va dire urbaine, au sens le plus large du terme. Donc, dans tous les cas, j'avais quand même cette appétence pour la ville au cœur d'un récit, quoi. Mais du coup, les influences, elles sont plutôt multiples et pas forcément dans le genre, quoi. C'est ça qui est intéressant, justement. Non, mais j'aime beaucoup je sais pas, la littérature sud-américaine que j'aime beaucoup, par exemple. Enfin, j'en publie aussi. J'aime beaucoup cette littérature. J'y lisais beaucoup aussi de nord-américain, mais un peu plus tôt dans ma vie, quand j'étais étudiante, je lisais énormément de littérature des États-Unis. Là, ça a été un peu remplacé par la littérature sud-américaine. Dans mes références, il y a une autrice contemporaine que j'adore, c'est Nina Allan. Alors, je pense pas qu'on puisse retrouver des traces, mais moi j'adore tout ce qu'elle fait. Je fais lire à Guillaume. Il faut lire Le Créateur de poupées, c'est une merveille. Oui, il est sorti à la rentrée, là, je l'ai lu. Ouais. Ouais, la fracture, enfin oui. Mais déjà, la fracture, c'était. Mais on y retrouve une touche de fantastique au final. Oui, moi j'aime bien la littérature quand elle est un peu entre deux, ou pas forcément classable dans un genre, ou qu'on a l'impression d'être dans telle catégorie de texte, et puis finalement, pouf, il y a un truc qui se passe. Et j'aime bien la littérature qui met un peu les choses trappes. Oui, The City de Miéville, c'est typiquement ça aussi, vu que c'est un peu du polar et un peu de... Voilà, entre polar et SF. Et du fantastique. Enfin, plus SF, oui, que fantastique. Encore que c'est un peu inclassable Miéville, quand même. C'est vrai qu'on ne sait pas, en fait, si c'est du fantastique ou si c'est juste psychologique. Enfin, c'est le changement d'une ville à l'autre, s'il y a vraiment quelque chose ou si c'est juste de la suggestion. De la suggestion, oui. Eh bien, ça me fait une transition assez sympa pour une autre question que je comptais poser sur le système de magie un peu qui est présent justement, qui n'est pas tout à fait le même finalement, que ce soit dans le premier volume de votre trilogie et le vôtre aussi. On a un personnage qui bascule donc dans une cité miroir avec finalement de la poésie lue à voix haute, une histoire de rythme finalement, c'est ça ? C'est ça. Et dans l'autre, c'est des objets qui sont envoûtés. C'est via un miroir en fait qu'on arrive à accéder à ce double de la ville en fait. Mais ça fait partie aussi des thèmes pour le coup. On avait une vague idée justement de faire apparaître ce double obscur de chaque ville, mais effectivement on l'a fait chacun à notre manière.
qui collait aussi au personnage, qui collait à la ville. Chacun a sa ville. Et du coup, on a travaillé pour que ce soit différent. Après, l'idée, c'était aussi qu'on n'ait pas l'impression de lire 2 fois le même roman non plus. Donc, il fallait qu'il y ait pas mal de petites divergences comme ça, qui laissent entendre que oui, il y a une communauté entre cet aspect fantastique-là, on va dire, mais que c'est pas exactement la même chose, quoi. Ça reste assez mystérieux, assez nébuleux finalement, parce que donc dans la Cité du Sud, bon, je me trompe à chaque fois je m'en mêle les pinceaux. Le champ de la Cité, enfin, la Cité, du la Cité. Sud, vu qu'il y a plein de sous-titres, je sais plus. Il y a cette espèce de côté où c'est une légende un petit peu qu'on sert aux enfants, etc., dont on n'a pas tellement de traces et qui arrive de façon assez abrupte. Tout le monde a entendu parler du Nilo, mais c'est quelque chose pour faire peur. Et ça arrive subitement. Et c'est un petit peu la même chose aussi, c'est que on n'a pas quelque chose de concret comme des personnes qui utilisent la magie, sauf les constructeurs, les bâtisseurs, la guide des Oui, bâtisseurs. il y a une magie entre guillemets utilitaire en réalité qui consiste juste à pouvoir construire plus facilement. Donc, ce qui explique aussi les dimensions immenses de la ville, parce que sinon ça pourrait pas passer sur l'époque où c'est censé se dérouler. D'une manière générale, la magie, elle reste utilitaire en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sorciers qui vont lancer des boules de feu, c'était pas l'idée, et on voulait qu'elle soit intégrée à chaque fois à la ville. C'est-à-dire que chaque magie, en réalité, est un reflet littéral de la ville. Donc c'est vrai, il y a cette dualité avec une espèce de ville souterraine dans le cas de Gémina est une espèce de reflet inversé, puisque Gémina est une ville extrêmement bruyante, pleine de vie, vivante, avec plein de couleurs, et puis quand on arrive dans son reflet, en fait, on est dans une ville qui est triste, plutôt froide, et franchement menaçante, mais qui a aussi ses avantages, parce que on peut y évoluer plus facilement, et du coup se balader d'un point à l'autre de la ville réelle, hein, enfin de Gémina, en passant par ces chemins détournés. Oui, alors que dans Haven, la ville du Nord, l'approche elle est différente puisque c'est une ville où, contrairement à Gémina, tout ce qui est magique, mystérieux, mythique a été plus ou moins étouffé. C'est une ville qui est plus gouvernée par la raison, la science, le commerce, des choses très pragmatiques et très chiantes. Et effectivement, il n'y a pas de survivance dans les mémoires ou dans les contes pour enfants de l'équivalent de ce que les protagonistes appellent le Nevaed, l'inverse de Haven, de cette ville miroir qui est complètement vide également et complètement froide. Mais justement, en fait, dans la mesure où ces 3 jeunes en fait qui découvrent cette Nevaed, ils sont pas du tout, enfin, ils ne s'attendre à rien puisque justement ils n'ont pas du tout été élevés avec l'existence de ce mythe en fait. Donc du coup, c'est en faisant une expérience qu'ils espéraient scientifique qu'ils vont tomber dessus. Sauf qu'effectivement, c'est pas tout à fait quelque chose de scientifique et du coup, ça va peut-être pas super bien se terminer comme expérience, mais. Oui. On va garder un petit halo mystérieux. Je n'en dis pas plus. Moi, j'avais aussi une question, mais vous y avez presque répondu finalement. C'était au niveau des personnages, parce que donc on suit un personnage principal dans chacun de vos romans. Vous allez garder les mêmes, parce qu'on a d'autres personnages. Moi, je me demandais si le personnage de la sœur de Nox allait être un peu développé ou pas. Ah on va la revoir, c'est sûr. On va la revoir, j'imagine. Mais je me demandais si on changeait de point de vue. Non, on change pas de point de vue. On a décidé, enfin, on s'est vraiment dit, voilà, on suit un peu le schéma du roman d'apprentissage en réalité, où on prend vraiment un personnage avec sa vision des choses, son univers, et du coup, on découvre un petit peu la ville par ses yeux, et on reste vraiment sur ce personnage jusqu'au moment où il élargit de plus en plus ses horizons. Quelque chose à rajouter ? Oh non, vous l'avez très bien dit. Pas mieux. J'avais une autre question aussi, moi, qui me taraude un peu. C'est donc le nom de la série complète, c'est La Tour de Garde. C'est aussi donc le nom d'un jeu auquel pas mal de personnages jouent. J'ai l'impression que ça a quand même une aura plus importante encore, puisque dans votre livre, on voit un lieu qui s'appelle la Tour de Garde. Donc j'imagine que ça a presque un côté métaphorique. C'est le fil rouge en fait des 2 trilogies. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on va retrouver
dans le nord comme dans le sud. C'est effectivement le premier sens de tour de garde, c'est ce qu'on voit dans le roman de Guillaume, c'est un jeu de société qui est très pratiqué en fait dans cet univers-là, dont tout le monde connaît les règles, qui se fait de façon très commune. Et effectivement, dans Citadin de demain, on voit qu'il y a une autre tour de garde qui est une tour, de façon plus pragmatique, on va dire, une tour réelle et antique. Donc, à quel point ça va se mêler je pense l'idée, c'est qu'à chaque tome, on va découvrir un élément en plus sur la tour de garde. À tour de rôle, en fait. Voilà, Chaque fois qu'il y a une nouvelle parution, on apprend une petite chose en plus sur la tour de garde. Jusqu'au tableau complet, sachant qu'à la base, le plus important, c'était le fait que ce soit un jeu, puisque c'est aussi la façon dont on a écrit les romans, c'est-à-dire chacun ajoutant des personnages sur le plateau de jeu, en s'échangeant des figurines, en les faisant avancer dans le terrain de l'autre. Donc il y a aussi un peu un côté métaphorique, oui, comme tu dis. On joue finalement à la tour de garde, Claire et moi, là un tour de rôle. Mais c'est une construction intéressante, en tout cas, pour l'élaboration du livre. J'ai à peu près fait le tour, moi, de mes propres questions, mais je pense qu'on peut peut-être demander si certaines personnes ont des questions précises à poser ou envie de développer un sujet. Je vais peut-être passer le micro, du coup. Bon. Est-ce que ça fonctionne ? Okay. Moi, j'ai pas lu les deux. J'ai commencé le premier, mais du coup, forcément, je suis pas au deuxième. Et je me demandais comment s'était fait, du coup, la répartition. Pourquoi Capitale du Sud pour l'un, pourquoi Capitale du Nord pour l'autre, pourquoi le Sud et le Nord ? Est-ce qu'il y a c'était des préférences ou... Alors, au début, quand on a commencé, quand on s'est dit on va vraiment opposer les deux villes, on s'est posé plein de questions avec Claire. Est-ce que on écrit chacun un chapitre, on échange les villes, on échange les narrateurs, et puis en fait, Claire et moi, on n'écrit pas du tout de la même manière. On n'a pas les mêmes manières de travailler. Donc Claire, elle écrit tout de suite entre guillemets. Et ensuite, elle revient en arrière, elle retravaille, elle reformule, elle reconstruit, etc. Alors que moi, je peux rester 15 jours sans rien écrire, juste à aller me balader dans les rues, et puis je réfléchis à la structure, et puis une fois que je l'ai, je me pose et j'écris. Et je pense que si on avait vraiment fait une écriture collaborative où chacun écrit un bout du roman de l'autre et vice versa, on aurait fini par s'étriper. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Après, pour répondre plus spécifiquement à la question, c'est que Guillaume est originaire du sud de la France, je suis originaire du nord de la France, et toutes les blagues sur ça c'est bien le nord, ça c'est bien le sud, c'est aussi quelque chose qui nous est assez quotidien. Enfin voilà. Voilà, c'était une manière, encore une fois, c'était un jeu entre nous au début, donc on s'est dit moi je vais écrire sur le sud et puis toi sur le nord. Et puis il y a aussi et même au-delà de ça, dans l'esprit des villes entre guillemets, quand on y a réfléchi, on voulait que la ville du sud que j'écris de mon côté soit une ville qui soit très portée sur le panache, sur le verbe haut, etc. Et effectivement, on connaissait chacun nos écritures mutuelles et on s'était dit que ça collerait plus avec moi, ma manière d'écrire, tandis que le côté ville gouvernée par la raison, où tout est beaucoup plus posé, beaucoup plus structuré, ça correspondrait plus à la manière d'écrire de Claire. Mais on aurait pu inverser, c'est une décision complètement arbitraire qu'on a prise au début. Ça m'a fait penser à autre chose, c'est pas tout à fait lié, mais dont on n'a pas parlé, et je pense que ça peut être intéressant peut-être de développer. C'était plus sur l'aspect, je trouve, qui est très présent dans le premier, qui est tout ce qui est nourriture, boisson, etc., qui quand même contribue beaucoup à l'ambiance. En fait, là aussi, c'est pas du tout d'où ça vient. C'est pas du tout d'où ça vient. C'est pas notre truc, la bouffe, vraiment pas. Non, en fait, et puis il y a aussi une question bête, c'est que quand on a commencé à écrire sur les villes et qu'on s'est dit ok, les villes, les rues, elles vont ressembler à ça, les habitants, ils vont ressembler globalement à ça. Moi, je me suis surtout posé la question, ok, comment est-ce qu'on fait pour faire du world building, comme on dit, c'est-à-dire créer une vraie culture, créer des vraies habitudes, créer quelque chose qui soit et sans pour autant tomber, ce que je voulais absolument pas, sans pour autant tomber dans des descriptions à n'en plus finir des encorbellements de la façade, machin chose. Donc je voulais pas faire du world building juste en l'écrivant, et je me suis dit quel est le moyen le plus rapide, efficace pour dire les gens partagent quelque chose. En fait, peut-être que là c'est moi qui suis un peu un peu orienté. Je me suis dit la bouffe.
C'est rapide, on comprend tout de suite. Nous, quand on va dans une ville en voyage, le premier truc qu'on fait, c'est des restos, on voit si c'est sympa. Et puis voilà. Donc la bouffe et le vin, ça nous a paru des bonnes manières, entre guillemets, de Bonne porte d'entrée. Ouais. une bonne porte d'entrée, pas pour parler de la ville, mais pour parler des gens, en fait. C'est vraiment une bonne manière de se retrouver directement au niveau des pavés, et puis de parler aussi bien des puissants et que des gens du commun qui mangent la même chose en réalité. C'est marrant parce que cette histoire justement de classe sociale qui se mêle grâce à ça, donc c'est un personnage qui évolue effectivement dans plusieurs niveaux de classe sociale, et dans votre bouquin, on a un personnage aussi qui sert un petit peu à la même chose. Oui, la ville du Nord est très différente de la ville du Sud pour ça. C'est que la ville du Nord, effectivement, je l'ai conçue comme vraiment gouvernée par des différences de caste très strictes, en fait. Donc il y a peu de mouvements, ou alors au sein de la classe non nobiliaire, on va dire. Et l'idée avec ce personnage, qui est le personnage de Jonas, donc l'un des amis de la narratrice, c'est que c'était l'idée de montrer que c'était quand même une ville où il y avait des mobilités qui étaient possibles au sein de certaines classes, selon certaines conditions. Donc Jonas, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est né, on va dire, pas très, dans une famille pas très riche, mais une famille qui a connu la prospérité parce que son père est éclusier, l'éclusier très bien placé, il s'est retrouvé à être précepteur des taxes à l'entrée de la ville. Donc du coup, la famille est devenue relativement riche au point de pouvoir, par le biais d'amitié, de relations, envoyer Jonas suivre la même éducation que deux jeunes nobles de la citadelle, le quartier noble. Donc effectivement, c'est une espèce de trajectoire un peu particulière qui, justement, parce qu'elle était particulière, me permettait de montrer ce qu'était la norme de De Haven, en fait. Le fait de dire, voilà, lui, il en sort parce que normalement, ça ne se fait pas, quoi. J'ai une autre question qui a émergé là pendant qu'on discutait, qui était plus sur le côté. Donc, les deux villes basculent dans une forme de guerre civile à la fin des deux bouquins. J'ai rien spoilé, c'est bon, j'espère. Zut. Sans vouloir non plus dévoiler la suite des autres bouquins, mais est-ce que ça amène à un conflit qui va amener aussi à ce que les personnages se croisent ou pas ? Enfin, hors conflit même, ou j'en sais rien, mais sans trop en dévoiler. Enfin, c'est dur de poser la question sans... C'est dur de poser la question sans trop en dévoiler. Après, ce qu'on peut dire, c'est, voilà, on a vraiment conçu de manière à ce qu'il y ait les histoires des narrateurs, évidemment, que les histoires des narrateurs soient mêlées à l'histoire de leur ville. Donc, il y a des troubles dans les villes qui vont se passer dans tous les cas, parce que c'est l'objet, entre guillemets, de ce cycle de la tour de garde, de mêler les destins de narrateurs avec ceux de leur propre ville. Et ce qu'on peut dire, c'est que, oui, dans les tomes 3, les deux intrigues se croisent vraiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment des dialogues quasiment en commun, enfin, on a même des lignes de dialogue en commun. On essaye de faire en sorte, mais bon, on n'y est pas encore, que ça se fasse pas redite et que du coup, une ligne de dialogue qu'on retrouve dans les deux romans ait un sens dans le roman de Claire et pas tout à fait le même dans Capitale du Sud. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment, effectivement, on est sur deux trilogies, mais avec vraiment des intrigues qui se croisent. Et tout en gardant ce côté effectivement miroir où un personnage principal dans l'une des trilogies va devenir un personnage secondaire dans l'autre, du fait qu'on ait changé de focus, de point de vue en fait. De la même façon que certains dialogues ont une importance dans une des trilogies alors que c'est un dialogue plus anodin dans l'autre. Pour situer par exemple, il y a un dialogue, il y a une ligne de dialogue, enfin il y a d'autres exemples comme ça, mais sur une ligne de dialogue, on va avoir chez Claire la ligne de dialogue avec 3 petits points. Et puis le dialogue continue, et puis on a la même ligne de dialogue dans Capitale du Sud, et à la place des 3 petits points on a une longue didascalie parce que ça a plein d'implications sur le ressenti du personnage. C'est technique, mais bon, c'est assez imagé en fait. L'idée, c'est qu'on n'ait pas l'impression de se répéter en lisant les deux tomes 3 et qu'effectivement, certaines choses, que ça fasse clin d'œil, que ce soit lisible de façon complètement premier degré quand on n'a lu qu'une seule des deux trilogies, mais qu'effectivement, en lisant les deux, on se voit « Ah mais oui, effectivement, ça fait référence à tel moment », enfin, qu'il y ait un peu cette petite couche en plus, qui fasse l'intérêt de lire les deux trilogies, enfin j'espère, dans l'idéal. Et l'idée aussi, c'est d'avoir construit les deux de façon à ce qu'on puisse lire qu'une trilogie si on a envie. Tout à fait.
On peut lire qu'une trilogie, que la capitale du Nord ou que la capitale du Sud. Maintenant, on essaye de faire en sorte que, évidemment, on en apprenne beaucoup plus sur l'histoire, sur les véritables enjeux, en lisant les deux. Quand même, donc il faut tout lire. Dans l'idéal, non. On n'oblige personne. Mais, Bon, du coup, ça m'a relancé dans plein de questions, mais on peut repartir sur des questions de chacun, du public, si quelqu'un a envie de creuser un sujet un peu plus encore. Soyez pas timide. C'est bon, je pense. Alors, ça serait dommage de ne pas lire les deux, je trouve, parce que moi j'ai lu les deux, et c'est vraiment. Est-ce que vous avez. Je vois que vous travaillez ensemble d'une certaine forme, est-ce que vous êtes obligé aussi à accentuer les différences? Parce qu'il y a la ville du Nord et la ville du Sud, il y en a une qui est débridée, chaleureuse, l'autre qui est. Bon, pour qu'un Toulousain, elle est chiante quand même. Il y en a une, manger c'est un plaisir, l'autre manger c'est une façon ostentatoire de manger un truc, mais sans aucun plaisir. Enfin, les personnages eux-mêmes, il y en a un qui court partout, qui est c'est une sorte de. Ça fait un peu Lazarine et tout. Enfin, c'est un peu comme ça. Il est un peu monté sur ressort, oui. On se demande si elle va se décorseter un peu à un moment. Est-ce que vous êtes un peu obligé, mis des défis pour que ça soit le plus séparé possible? La langue aussi, la langue. Non. Pour le coup, on n'a pas eu à se forcer du tout. Je pense que là, pour le coup, c'est vraiment une question d'écriture. De cadre aussi, parce qu'à partir du moment où on a donné le cadre pour chacune des histoires, ça impliquait des manières d'écrire et des manières de faire les personnages. Donc non, on n'a pas forcément accentué les différences. Elles étaient déjà là. Mais c'est marrant parce que malgré ces différences-là, je sais pas, hein, mais moi j'ai quand même cette espèce d'impression d'une unité qui est assez extraordinaire, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc qui s'est dégagé. Et alors on parlait de la langue. Encore une fois, ça me fait rebondir, me poser d'autres questions. Il y a quelque chose de très poétique, je trouve, dans le choix de certains noms, ou même le nom du domaine du vin, les Lucioles, c'est très beau. Il y a tout un imaginaire, et je trouve même si c'est pas dans la même série, mais qu'il y avait déjà dans Un long voyage, je trouvais qu'il y avait vraiment un travail très poétique sur les termes, sur les noms des lieux, sur les noms des personnages. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Je trouve ça très pénible en fait cette partie. C'est vraiment dur de trouver des noms qui sonnent bien. Donc ouais, on a bien galéré. D'avoir un système cohérent aussi, parce qu'il faut que les noms soient, qu'ils se fassent écho un peu l'un l'autre, qu'ils fassent la difficulté. Enfin, moi, j'avoue tout honte bu que je suis allé piocher dans des noms. C'est partie des choses. Tous les noms propres sont des prénoms latins en fait que j'ai refrancisés ou un tout petit peu italianisés. Donc, en fait, il faut trouver un système pour que ça soit cohérent. Et homogène, parce que ça fonctionne. Très homogène. Et je dérive un petit peu, mais c'était déjà le même mode de fonctionnement pour les lieux et les personnages dans Un long voyage. J'ai vraiment ce côté très poétique là qui me. Un long voyage, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que, selon l'origine des personnages, effectivement, qu'il y ait une homogénéité. Donc tous les noms des insulaires, il y a quelque chose qui soit commun. En l'occurrence, c'est des noms communs, des noms de valeurs, des noms de. J'ai essayé que selon les provinces de l'Empire, il y a une province un peu plus où les noms sont un peu plus alémaniques, les autres c'est vaguement francisé. Tout ce qui se passe dans la province de Solméry, les noms sont inspirés Europe centrale du Sud, donc Italie, Slovénie. Ces choses-là, mais voilà, c'est des inspirations, et puis c'est de trouver des noms qui fassent pas trop calquer sur du réel, tout en faisant pas trop alambiquer non plus. Ça, c'est à force de repasser dessus plusieurs fois. Il y a des personnages qui ont changé de nom 15 fois parce que ça n'allait toujours pas, quoi. Mais et puis à un moment, il faut se dire bon bah voilà, on arrête de changer. Lui, il s'appellera comme ça, et puis on verra bien. Puis des petits détails comme un prénom de l'Empire comme Merle, finalement c'est aussi un nom commun, et il se trouve que c'est le personnage impérial qui est le plus proche des insulaires, donc finalement ça a quand même un sens. Mettre des petits clins d'œil pour qu'aussi les noms soient parlants et disent quelque chose des personnages, quoi. En tout cas, j'ai trouvé ça très réussi. Merci. Non, mais c'est important d'avoir un écho aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre a une petite intervention à faire pour approfondir quelque chose ?
En fait, on a construit les deux villes. Et puis après, et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, mais on était déjà plutôt bien avancé dans l'écriture, on s'est dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre autour. T'exagères un tantinet quand même. Bon, j'exagère un tantinet. Non, de toute façon, on savait que l'intrigue allait vraiment se passer dans les deux villes. Donc, en ce qui concerne Gemina, il y a aussi cette espèce de côté où je voulais une ville qui soit extrêmement renfermée sur elle-même. C'est une cité-État et c'est un univers à part entière. Donc, la ville, elle est enfermée derrière deux murailles. Et c'est pas qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est que les habitants s'en foutent. En fait, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de savoir ce qui se passe dans la rue d'à côté, de savoir si le duc de la tortue, il s'est mis mal avec le duc du chien, et ça va pas plus loin. Et c'est un peu un des objets entre guillemets de tout le cycle, de se dire voilà, on a ce personnage qui apparaît entre guillemets au centre de la cité, qui découvre son univers limite par cercle concentrique. Donc au début, enfin dans ce premier roman, on voit effectivement que l'intrigue se passe essentiellement dans le quartier du port, donc sur un endroit qui est extrêmement resserré. Puis on fait des petites incursions vers le centre de la ville. Et au fur et à mesure, l'idée, au fur et à mesure qu'on avance, c'est d'élargir ses horizons, comme tout roman d'apprentissage en réalité. Et donc oui, il est possible qu'on voit d'autres parties du monde à ce moment-là, mais en tout cas, on n'y est pas encore. Puis, dans ça aussi, les deux villes, elles s'opposent complètement, parce que Gemina est vraiment complètement refermée sur elle-même et très homogène aussi, on va dire, en termes d'habitants. Effectivement, De Haven peut paraître moins sympathique, mais c'est une ville qui est plus cosmopolite, qui est ouverte sur le monde, qui commerce avec le reste du monde. Et effectivement, en s'immergeant dans De Haven, on a au moins des noms d'autres endroits, d'autres ports, d'autres villes qui commencent à émerger. Après, c'est sûr qu'au fur et à mesure que les deux trilogies vont se déployer, le monde extérieur va être de plus en plus présent, en fait, du fait que les deux personnages en eux-mêmes, selon le schéma du roman d'initiation, ils découvrent le monde aussi au fur et à mesure avec le lecteur, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui va arriver au fur et à mesure, qui est peut-être plus marquant dans Capitale du Sud, parce que du fait que la ville soit vraiment très fermée sur elle-même, et que cette ouverture au monde va être plus difficile, quoi. Et plus progressive. Alors que déjà, on voit, dans Capitale du Nord, on voit déjà un petit peu l'extérieur de la ville. Ne serait-ce que la scène d'ouverture ne se passe pas dans la ville. On voit d'autres peuples aussi, on voit... Voilà. Donc oui, il y a quand même d'autres endroits, mais on ne les détaille pas forcément autant qu'on ne détaille les villes, parce qu'on voulait vraiment écrire sur les villes. Ou alors on ne sait pas si on ira jusque-là. C'est un projet quand même assez titanesque, ça va vous laisser un peu orphelin quand vous aurez terminé, j'ai l'impression. Vous avez peut-être pas pensé à ça. Pour l'instant, on est encore dedans. Mais c'est vrai que oui, je pense qu'on va se retrouver un peu démunis quand on va boucler vraiment la chose. On va pas on va pas s'avancer jusque-là pour l'instant. Est-ce que quelqu'un d'autre a petite question, petite remarque? Le moment où le silence plaît. Alors le jeu, on le voit à peine. Est-ce que vous avez une bonne idée de ce que c'est ce jeu complet? Parce que là, il est à peine évoqué. On comprend qu'il y a des personnages qui sont posés sur un plateau, mais... On en a une idée très détaillée, mais très théorique surtout. Voilà, donc on ne s'est pas fait de règles, on ne s'est pas fait de schémas ou des choses comme ça. Nous, ce qui était important pour nous, c'était quelques grandes caractéristiques du jeu. Le fait que ce soit très répandu, que tout le monde connaisse les règles, bien qu'elles soient un peu complexes. Le fait que chacun ait son propre jeu, en fait. Pour nous, c'était important. C'était vraiment un point commun qu'on avait mis au début. Et surtout, le fait que ce soit un jeu de stratégie qui mélange les échecs et tous les jeux de deck building, en fait. C'est-à-dire que chaque joueur choisit avec quelle figurine il va jouer. Et il fait sa stratégie lui-même à partir d'un grand set de figurines, en fait. À partir comme on dit, nous, à partir des cartes qu'il a en main. À partir des cartes qu'il a en main, ouais. Et l'idée, c'était d'avoir un jeu qui soit un petit peu métaphorique, parce que c'est aussi l'image de la stratégie guerrière, en fait, de se dire, on a un certain nombre de ressources, et lesquelles est-ce qu'on met en avant pour avancer. Et c'est pour ça que le jeu nous paraissait intéressant. Donc, et comme dit Claire, on en a une idée très théorique, hein. C'est qu'on voulait que ce soit un jeu qui soit un jeu de stratégie, mais aussi un jeu où les joueurs amènent quelque chose. D'où l'idée que chacun arrive avec ses propres figurines.
Et donc c'est un peu à l'image à la fois des jeux de pouvoir qu'il peut y avoir dans une ville, et puis aussi quelque part, mais alors là évidemment on parle dans la métafiction, c'est de nous, notre activité en tant qu'auteur. C'est-à-dire que nous, quelque part, on joue à la tour de garde, Claire et moi, comme on disait, en jouant chacun notre tour avec nos propres armes, notre propre écriture et nos propres personnages. Et en sortant un livre, à chacun son tour, un au mois d'avril et un au mois d'octobre. Et ce sera toujours au mois d'avril et au mois d'octobre. Ce sera toujours au mois d'avril et au mois d'octobre. On a pris suffisamment d'avance, ayez confiance, je vous assure. Ça va bien se passer. Et en octobre 2023, c'est fini. Puis on a pris suffisamment d'avance parce qu'on a tous des traumatismes de séries pas terminées ou jamais terminées, donc on comprend tout à fait ça, et non. C'est d'ailleurs un bon écart de publication. Ça c'est une remarque, c'est pas une question, hein, mais je pense pour assurer un suivi de la part des lecteurs et tout ça. Oui, en fait, on voulait vraiment jouer à fond le côté feuilleton, en fait. Donc il fallait que ce soit des intervalles réguliers et pas trop espacés, en fait. Pour qu'on puisse, et puis évidemment l'alternance qui permet de rebondir d'une ville à l'autre. Voilà, on voulait vraiment jouer le côté feuilleton à fond avec ce que ça implique en termes de suspense ou. Ouais, mais au moins vous perdez pas les lecteurs. Ou de cliffhanger. Je sais pas de quoi tu parles. Cliffhanger, ça marche, hein, parce que les 2 volumes de toute façon se terminent quand même. C'est une belle attente. D'autres petits, oui. Vous voulez le micro ou pas? Non, c'est bon. Oui. Alors, dans Capitale du Sud, oui, complètement. C'est un des motifs centraux, entre guillemets, de la trilogie. Notamment avec, on en parlait tout à l'heure, avec le personnage de Daphné qui va revenir, évidemment. Après, je peux pas en dire plus sans divulgacher. Oui, c'est plus un fil rouge de Capitale du Sud, même si certains éléments sont présents dans Capitale du Nord. Donc moi, c'est moins traité, quoi. C'est vraiment plus quelque chose qui est lié sur Daphné et la Capitale du Sud, quoi. Soyez pas timide. Une autre question? Bon, pas d'autres questions, j'ai l'impression. Si? Non, j'ai eu une petite hésitation. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu pour discuter de tout ça ici. C'était très chouette de vous recevoir. Merci à toi et puis merci. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde d'avoir posé ces petites questions aussi. Et on verra si on se reverra avant la fin des doubles trilogies, du coup, en tout cas. Merci beaucoup pour votre passage à Toulouse. Vous venez d'écouter Claire Duvivier, autrice de Citadelle de demain, et Guillaume Chamanadjian, auteur de Le sang de la cité, pour leur saga à 2 voix intitulée La tour de garde et publiée aux éditions du Vulcain, à la librairie Ombre Blanche le 13 novembre 2021. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio.